Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Chill Chat, l'émission de pop culture où on se pose et on cause avec une personne qui navigue dans les eaux de la pop culture, que cette personne soit un créateur ou une créatrice, artiste ou encore prescripteur ou prescriptrice. Pour ce deuxième épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Victoire, co-créatrice et co-animatrice du podcast Adapte-moi si tu peux, un podcast qui fait la passerelle entre les œuvres littéraires et leurs adaptations, qu'elles soient sur grand ou petit écran. Et cette conversation a, elle, été adaptée uniquement en version audio. Aussi, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Victoire. Bonjour Gilles. Bienvenue dans Chill Chat. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement du podcast que tu as créé, co-créé, ça te nous le dira, et que tu animes, co-animes, qui s'appelle Adapte-moi si tu peux. Et donc, comme son nom l'indique, qui parle d'adaptation littéraire, que ce soit au cinéma ou en série télé. Mais avant de parler un petit peu de tout ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à ce podcast-là, mais même quel est un peu ton parcours professionnel? Est-ce qu'il y a des passerelles entre ce que tu fais sur Adapte-moi si tu peux et on va dire ton monde pro? Bah alors en fait là je vis à Paris mais d'origine je viens de Lille donc je suis une fille du Nord et en fait j'ai fait des études de commerce donc une école de commerce etc. Et je me suis orientée vers le marketing et j'ai fait mon stage de fin d'études chez Disney en cinéma et ensuite j'ai commencé ma carrière par un CDD toujours en marketing cinéma cette fois chez Warner. Et en fait, c'est à ce moment-là que, il y avait mon copain, Hugo qui avait, commencé à faire un peu des podcasts parce que lui, il était très intéressé par ça, il en écoutait beaucoup. Et en fait, c'est suite à un week-end, avec, l'association, Podcastéo que je me suis dit que ça avait l'air sympa comme univers de faire des podcasts et cetera. Et en fait, avec Hugo, on avait déjà lancé quelques épisodes d'Adapte-moi si tu peux, mais c'était pas du tout le même format qu'aujourd'hui. C'était plus discussion libre, plus d'aller-retour entre le livre et le film. Et en fait, c'est avec ce week-end podcastéo que je me suis dit: «Tiens, j'ai envie d'essayer de le reprendre, enfin de faire Adapte-moi de façon un peu plus cadrée et plus régulière». Et j'ai proposé à ma copine, Pascale, qui est une copine, avec qui on est, en fait, on était dans la même classe en première L au lycée. Et donc voilà, donc on est copines depuis, un certain moment, de le faire avec moi. Elle a tout de suite, été OK. Et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, on était toutes les 2 plus ou moins en recherche d'emploi parce que mon CDD s'était terminé, chez, Warner. Et elle avait aussi un CDD dans une maison d'édition qui s'était, arrêtée, donc elle était, libraire. Et en fait, on s'est lancé dans le podcast. Et quand on a passé des entretiens, d'embauche, quelques mois plus tard, on a parlé à chaque fois du podcast. Et ça nous a aidés, je pense, à trouver nos postes actuels. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, je suis en marketing dans l'édition et Pascal aussi travaille en maison d'édition. C'est ce que j'ai vu effectivement sur vos profils. Alors j'ai pas été stalké, pas du tout, mais bon, on fait un peu de recherche. Oui. C'est une émission sérieuse ici quand même, on bosse. Mais donc effectivement, c'est que vous êtes tous les deux en fait dans l'édition et donc c'est pour ça que je me posais la question si vous étiez rencontrés. Mais tu as devancé ma question que je ne poserai donc pas pour savoir comment vous étiez rencontrés. Donc effectivement, donc c'était avant le parcours pro, c'était vraiment donc au lycée, euh, comme tu l'as Ouais, dit. donc ça fait 10 ans. Bah ouais, donc Voilà, voilà. ça nous rajeunit pas. Voilà. Mais en fait justement quand tu parles de l'univers du podcast, alors tu parles de l'association Podcastéo, si tu veux en dire quelques mots, parce que c'est quelque chose qui est important visiblement dans ce qu'il a construit, adapte-moi si tu peux, et toi ton arrivée dans l'univers podcast. Bah, après, enfin, c'est pas une association que je connais, plus que ça, mais c'est vrai que, dans l'époque, dans le monde d'avant covid, c'était une association déjà qui a un Discord. C'est vraiment une communauté autour du podcast. Et ils organisaient pas mal, d'apéros, de week-ends, un peu des happenings comme ça pour se rencontrer entre podcasteurs et tout. Et ça permettait de rencontrer, voilà, des gens qui faisaient des trucs, plutôt sympas. Et en fait, on y avait été un peu par hasard avec Hugo. Et à la base, je m'intéressais vraiment pas du tout au podcast, mais c'est vrai qu'en discutant avec des gens, qui en faisaient vraiment très régulièrement et cetera, et qui étaient vraiment passionnés, qui avaient des matos de dingue, alors que nous, on avait genre un micro pour 2, au milieu de la table et cetera. Bah, c'est vrai que ça m'a donné envie de tester. Comme j'avais pas forcément d'activité, de hobby, en dehors de la lecture et d'aller au cinéma, bon, bah, voilà, je me suis dit, «Je vais tester ça». Et finalement, bah, ça va faire 3 ans que ça dure. Bah oui, parce Ça passe que vite. bah ouais, parce que tu disais justement donc adapte-moi si tu peux. Donc on va
peut-être que tu vas pouvoir parler un peu de la jeunesse, parce que comme tu dis, finalement, il y a deux Adapte-moi si tu peux, en fait. Il y a une adaptation de Adapte-moi si tu peux, en fait, puisque quand tu l'as lancé, les premiers épisodes, c'était courant 2017, et comme tu dis, c'était avec ton copain, et on peut les trouver encore. Alors, ils sont pas disponibles, maintenant vous êtes propulsé, vous êtes sur Ocha, et donc sur toutes les différentes plateformes de podcasting, mais d'écoute. Mais en fait, on peut trouver encore des épisodes, et comme tu dis, il y avait un côté plus, je veux dire, à la maison, on est toujours à la maison, mais ce côté, comme tu dis, micro entre deux tables et tout ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment est venue justement déjà l'idée de lancer celui-là, et après, justement, quand tu l'as retravaillé, comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'était, une idée un petit peu, commune avec Hugo. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous dit au moins une fois, en allant voir un film, en regardant une série: «Ah mais j'ai lu le livre et le livre est quand même beaucoup mieux, hein». Donc c'est un peu un thème, pas facile mais assez universel. On a tous déjà comparé, je pense, des livres à leurs adaptations, d'une façon ou d'une autre. Et donc du coup, on avait eu cette idée-là. Je me souviens, on avait brainstormé, sur le nom du podcast. On s'était fait un doc Excel partagé. Ça avait pris plusieurs jours. On se notait des idées, qui venaient, et à la fin, on a choisi entre plein, plein, plein de noms différents. Et ouais, moi, quand j'ai lu «Adapte-moi si tu peux», c'était une évidence. Je trouvais ça fait hyper prétentieux de dire ça. Je sais même plus qui a eu l'idée entre Hugo et moi, mais pour moi, c'était une évidence. Et hem et donc voilà, on avait lancé, ça, mais on avait fait donc, en 6 mois, on avait fait que 2 épisodes. On avait lancé un en 2000, ouais, 1 ou 2 en 2017. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'en parler à Pascale, parce que Pascale aussi, elle lit énormément. Et elle a tout de suite été partante, en fait. D'accord, ouais. Et justement, quand vous avez donc repris ça, et de suite, il y a eu cette volonté, comme tu dis, de faire quelque chose peut-être beaucoup plus cadré. Est-ce que tu as changé quoi que ce soit? Alors, il y a le fait après de se mettre sur des plateformes, et puis d'avoir vraiment, on va dire, un sorte de lieu de hub. Je sais pas pourquoi j'emploie un vocabulaire de jeu vidéo, mais c'est un peu ça, puisque vous êtes sur Ocha, après ça va un peu partout. Bah, en fait, on a eu de la chance, c'est en fait, on a lancé le podcast, un tout petit peu avant le lancement d'Ocha. Et donc du coup, on a eu, en toute transparence, on a pu bénéficier de l'offre de lancement, qui est la gratuité à vie du compte d'hébergement Ocha. Donc c'est vrai qu'on a eu énormément de chance à ce niveau-là, parce que voilà, en toute transparence, je ne paye pas mon hébergement Ocha qui, je crois, l'offre de base maintenant, elle est à 11 ou 12 euros par mois. Donc voilà, donc en fait, finalement, Ocha, on y est allé au lancement, et j'avais pas forcément trop comparé ce qu'ils faisaient d'autres. J'avais été un petit peu sur PodCloud, mais Ocha, ça me paraissait vraiment chouette comme plateforme. Et en plus, bah, c'est gratuit, hein. Et je trouve que le service est vraiment sympa. Mais voilà, c'était un bon timing, on va dire. Bah oui, je suis en train de me demander qu'est-ce que je foutais en 2018 pour avoir raté ça. Ben, je faisais pas de podcast. Dommage, hein, tu vois, comme ça, le timing. Ben, vous avez eu de la chance, parce qu'effectivement, en plus, ça a vachement grandi, et c'est vrai que c'est une super plateforme. Enfin, en tout cas, moi, j'entends que des bons Ah retours. bah, moi, en tout cas, ça me convient vraiment très bien pour l'usage que j'en ai. Je trouve ça assez intuitif. Voilà, je vais pas commencer à faire une grande pub de la plateforme, mais moi, pour mon utilisation, j'en suis très satisfaite. En plus, ils ont amélioré leur calcul de stats, tout ce genre de choses. Il y a plein de boutons, de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Voilà, il y a un peu un côté amélioration continue. Il y a certaines fonctionnalités auxquelles je n'ai pas accès, du coup, parce que je n'ai pas un compte payant. Parce que je crois que plus tu as plusieurs formules, je crois, de compte, et plus tu payes cher, plus tu as accès à de trucs. Donc moi, il y a certaines choses auxquelles je n'ai pas accès, mais franchement, j'ai quand même droit à pas mal de fonctionnalités pour un compte, qui est le compte de base, et qui en plus est gratuit. Donc ouais, bah ouais, c'est déjà pas mal. Donc quand le premier épisode, c'est-à-dire le premier nouveau épisode, le reboot débarque, donc c'est en 2018, à l'été 2018. Justement, donc quand vous lancez le podcast là, quelles sont les idées que vous avez mis en place pour justement plus cadrer le podcast, et explique-nous un petit peu justement ben, comment on prépare un podcast, un épisode de Adapte-moi si tu peux, ou comment ça a évolué depuis, parce que je me suis rendu compte en les écoutant, si on les suit, que ça a évolué un petit peu, mais ça je préfère que ce soit toi qui en parle, hein. Ouais, ouais, bien sûr, ça a évolué. Bah, le premier épisode, en plus, il durait que 30 minutes. C'était assez concis. Je crois qu'on a commencé par, raconter un petit peu, l'histoire du livre, mais sans rentrer dans les détails. Après, on enchaînait sur le film, mais on n'allait pas, aussi loin dans la plupart des thèmes sur, par exemple, comment les droits d'adaptation ont été vendus, heu, qu'est-ce qu'on pense du casting, et cetera. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration. Donc, au début, les épisodes, ils étaient assez courts, surtout que
en fait, ni Pascal ni moi n'étions particulièrement à l'aise face au micro, même si on se connaissait hyper bien, etc. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, déjà, on a un peu gagné en confiance en nous. Donc, on arrivait plus à s'exprimer face au micro, parce que mine de rien, en fait, s'exprimer face à un micro, c'est un peu intimidant quand on n'a pas l'habitude. Ça donne une certaine pression. Et finalement, après, on s'est dit, en fait, c'est bon, on peut parler normalement. Et voilà, et au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, on devrait parler de ça. Au fur et à mesure, j'ai pris plus de temps pour préparer les épisodes. Ça s'est rodé aussi un peu. Ça a été une évolution assez naturelle, en fait. Et justement, pour parler donc des épisodes, déjà du podcast exactement, qu'est-ce que c'est vraiment? Parce qu'on va parler, il y a des gens qui vont écouter cette émission qui connaissent peut-être déjà, mais il y en a qui connaissent pas. En fait, si tu pouvais nous pitcher un petit peu, adapte-moi si tu peux. Bon, le titre est déjà évocateur, mais vraiment ce qui fait le sel en fait de ce podcast-là, outre le côté de parler des adaptations, si tu veux. En fait, à chaque fois pour un épisode, on va comparer un livre à une adaptation. Donc, ce qui veut dire que à chaque fois, on va mettre en parallèle. On parle d'abord du livre. On essaie de bien raconter comment le livre a été écrit, dans quelles circonstances, de parler un peu de l'auteur ou de l'autrice. Voilà, on essaie de ne pas spoiler dans la mesure du possible. Voilà, de dire à peu près la moitié de l'intrigue, etc. De donner un peu des éléments pour donner envie. On détaille un peu les thèmes, les personnages, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'épisode, on passe à l'adaptation. Donc souvent, il n'y en a qu'une. Donc c'est assez simple. Donc par exemple, dans le cas de Virgin Suicides, par exemple, voilà, il n'y avait pas de questions à se poser. Il n'y avait que l'adaptation de Sofia Coppola. Mais par contre, c'est vrai que des fois, il y a certaines œuvres qui ont été adaptées plusieurs fois. Et dans ce cas, soit on prend la plus récente, quand ça nous paraît pertinent, soit on prend la plus connue. Donc c'est un petit peu, c'est complètement subjectif comme façon de fonctionner. Mais bon, voilà, par exemple, Roméo et Juliette, voilà, il y a plusieurs adaptations qui sont très connues. Il y en a une en 1968 italienne, il y a eu celle de Baz Luhrmann en 96. Il y en a une nouvelle encore en 2013, anglaise. Voilà, nous, on a voulu parler de celle de 96 avec Claire Danes et Leonardo DiCaprio. Bon, après, voilà, c'est des choix comme ça qu'on fait un petit peu pour nous aussi, parce que le but, c'est quand même de nous amuser aussi de notre côté. Et voilà, et donc en fait, notre but, c'est un peu de comparer donc le livre et le film, de regarder aussi quels choix de mise en scène ont été faits, quels choix de casting, parce que quand on lit un livre, des fois, on s'imagine un personnage d'une certaine façon, et en fait, il n'est pas représenté de la même façon. Donc on essaie de comparer tout ça, de rester globalement assez bienveillante. Voilà, on dit rarement d'une œuvre que c'est vraiment pourri de bout en bout, et que vraiment voilà, ça arrive qu'on ne recommande pas, qu'on dise franchement j'ai pas aimé le film ou j'ai pas aimé le livre, on le dit, mais voilà, on essaie de pas être non plus dans le cachage gratuit. Et voilà, j'ai l'impression de m'être un petit peu embrouillée, Mais mais pas du tout. Et justement, ce que j'allais relever, ce qui est super intéressant, alors en plus de ce que tu as dit sur les épisodes, où justement on apprend des choses, parce que comme tu dis, il y a toujours, on apprend même des petites infos, tout ça. Enfin, on voit le travail, tout le travail que tu dis qui a été fait aussi de recherche et tout ça, et ça permet de donner des clés, même si on n'a pas forcément lu le livre en question, vu le film ou même les deux. Et comme tu dis, c'est vrai que ce qui transparaît, c'est ce côté, et moi que j'aime beaucoup, c'est ce côté justement de pas défoncer une œuvre en fait, parce que quelque part, quel intérêt de... Enfin, après, tu vas me dire peut-être que je me trompe, mais quel intérêt de monter tout un épisode de 1 heure, et ça prend beaucoup plus qu'1 heure à monter, pour en fait à défoncer quelque chose, mais autant mettre en valeur des choses qui soient soit intéressantes, ou qu'il y a toujours des choses à en retirer. Donc c'est vrai que c'est... surtout qu'en plus, autant défoncer un film, bon bah voilà, mais défoncer un livre, en fait le truc c'est que on va pas forcément aller lire un livre où on sait déjà que ça va être nul. Enfin, un livre c'est quand même pas un film de 2 heures, tu vas souvent devoir le subir entre guillemets plus longtemps, parce que ça prend plus de temps. Donc à part des rares exceptions où il y a eu des livres que j'ai lus que j'ai pas du tout aimé pour le podcast, voilà, bon bah il y a eu le The Notebook de Nicholas Sparks, voilà, que j'ai pas trop aimé parce que la romance c'est pas mon style, où il y a eu American Psycho plus récemment, où là ça a vraiment été la purge du siècle à lire tellement c'était horrible. Mais voilà, et enfin on essaie globalement de
de ne pas les défoncer gratuitement. Et même American Psycho, où j'ai vraiment, enfin, j'ai pas aimé, je ne recommande même pas cette lecture, j'aime pas du tout. Mais bon, bah voilà, il y avait quand même des choses intéressantes à analyser, etc. Et par rapport au film, en fait, c'était hyper intéressant à comparer, parce que pour le coup, j'ai préféré le film, mais du coup, ça donnait vraiment des dimensions supplémentaires à l'analyse. Ouais, mais voilà. Mais justement, il y a tout un travail que vous faites qui est intéressant, et tu vas pouvoir peut-être plus développer ça. Et parce qu'on d'ailleurs, c'est souvent des débats qu'on voit passer essentiellement sur les réseaux sociaux, mais en même temps, qu'est-ce qui ne passe pas sur les réseaux sociaux? C'est en fait ces débats de un bon film, bonne adaptation. Enfin, les gens, déjà les adaptations, qu'est-ce qu'une adaptation? Une adaptation libre, fidèle, bonne adaptation ou pas? À chaque fois, vous mettez bien on va dire le focus là-dessus pour expliquer que ça peut être par exemple une bonne adaptation, mais le film ne peut pas être forcément réussi, ou des fois l'adaptation n'est pas fidèle et elle n'est pas forcément réussie, mais c'est un bon film. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que quel regard vous avez? Et déjà, qu'est-ce que tu as comme définition? Attention, question du bac qu'il n'y a pas eu cette année, ou je sais pas. Mais c'est quoi une adaptation? Déjà, une bonne adaptation? Parce que, en tout cas, toi, comment tu l'envisages? Quand c'est vraiment fidèle, ou alors c'est l'essence, mais pas forcément dans les faits, mais plus dans l'esprit? C'est quoi exactement? Bah ouais, je pense qu'après on a tous un petit peu notre propre définition parce qu'on a tous un regard par rapport à une œuvre en fait. Enfin, dans un livre, je pense que c'est ce qui est aussi intéressant quand on lit un livre. En fait, il n'y a pas seulement un seul point de vue possible ou un seul fait marquant qu'on retient. Souvent, quand tu discutes de tes lectures avec d'autres personnes, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui les ont marquées dans cette lecture par rapport et que toi, qui ne t'avais pas forcément marqué plus que ça. Donc je pense que, ça dépend de nos attentes par rapport à l'adaptation. Moi, effectivement, j'aurais tendance à dire que c'est l'esprit général parce que, typiquement, il y a eu des fois où, il y avait l'adaptation qui reprenait des dialogues tels quels ou des scènes telles quelles du livre et pourtant ça ne rendait pas bien. Donc voilà, c'est plus que seulement être fidèle, au texte. C'est une ambiance, c'est un esprit, c'est un respect de l'œuvre en fait, je pense que globalement, quoi. Mais c'est intéressant aussi quand le réalisateur ou la réalisatrice donne, un peu aussi sa dimension, à l'œuvre. Ça peut vraiment aussi apporter quelque chose, qui rend l'adaptation cool, quoi. Oui, parce que des fois, tu as une réappropriation et effectivement, c'est dans ce cas-là, on peut plus vraiment parler, c'est ce qu'on appelle l'adaptation libre quelque part. Il y a tout ça, on en parler sur le podcast et justement, comme tu dis, tu le fais pas tout seul, vous êtes deux ou même maintenant l'équipe s'est enrichie puisque donc il y a ton copain Hugo qui revient de temps en temps, il y a aussi Manon, je crois que vous l'avez invité en guest sur Frankenstein et depuis elle est plus ou moins dans l'équipe. Il y a aussi des invités qui viennent le temps d'un épisode parce que sans doute ils sont plus spécialisé sur le sujet, hein, ou en tout cas lecteur, fan et tout ça. Comment ça se passe un petit peu quand tu prépares un épisode? Donc tu es essentiellement avec Pascal la plupart du temps, pas tout le temps. Et comment ça se passe justement? Comment vous échangez avant en fait d'arriver? Parce que je suppose que vous ne dites pas bon, on se donne rendez-vous à cette heure-ci, on vient, on parle du livre et puis au revoir quoi. Non, bah, c'est sûr qu'en plus, il faut s'organiser, un peu en amont quand même parce qu'il faut avoir le temps de lire le livre. En plus, Pascal et moi, on travaille toutes les 2, comme je l'ai dit, dans des maisons d'édition et en fait, on a aussi des lectures à faire pour le travail et on a aussi nos lectures plaisir parce que même si le podcast, des fois, on lit des livres qu'on adore, bah, si on devait lire que pour le podcast, ça aurait un côté un peu de devoir qui serait pas cool. Donc du coup, on essaie de s'organiser, assez en amont et en fait, c'est plutôt des échanges. On compare nos piles à lire, pardon, lapsus. Souvent, Pascal, elle achète pas mal de livres, moi aussi. Donc des fois, on dit: «Ah, regarde ce que j'ai trouvé et tout, ça te dirait pas?» On regarde aussi en fonction des nouvelles sorties. Voilà, on peut pas forcément coller aux sorties cinéma ou aux sorties de séries parce que, voilà, lire un livre, préparer un épisode, ça prend du temps et tout. Donc c'est un peu au feeling, en fait. Puis on essaie d'alterner les genres, on essaie de ne pas faire, que des thrillers ou que de la romance ou que des trucs historiques. Enfin voilà, on essaie d'alterner un petit peu. Mais c'est au feeling, en fait. J'ai vu que des fois en plus vous proposez aussi à vos abonnés sur Twitter. Ouais, bah, Roméo et Juliette, c'était suite à un sondage, en fait. On avait, je sais plus, je crois que genre, le 11 novembre, c'était l'anniversaire de Leonardo DiCaprio, voilà et du coup, je me suis dit: «Tiens, vas-y, de quel film de Leonardo DiCaprio vous voudriez qu'on parle, quoi?» Et du coup, j'avais mis genre Roméo et Juliette, Gatsby, Les Noces rebelles et La plage, parce que ce sont 4 livres que j'ai en plus dans ma bibliothèque et voilà et en fait, ça s'est joué très, très serré entre Gatsby et Roméo et Juliette, mais c'est finalement Roméo et Juliette qui a gagné. Je vais voter les Noces rebelles. Bon.
Bah, c'est pas grave, je l'ai encore, hein, ça finira par arriver. Mais en plus, il y a un truc que j'adore, Les Noces Rebelles, c'est que c'est le film, en fait, et le livre, ils ont 3 titres différents. C'est-à-dire quand il est sorti la première fois, avant d'être adapté en bouquin, ça s'appelait La Fenêtre Panoramique, et quand ils ont ressorti, en fait, en bouquin après le film, ils ont mis Les Noces Rebelles, alors que ça s'appelle Revolutionary Road en anglais. Ouais, exactement. Et donc, ben voilà, mais bon, ben tant pis, je me plie à la majorité. Puis en plus, il était super sympa le podcast sur Romeo et Juliette, et j'ai appris plein de choses, notamment le coup de Nathalie Portman. Je savais pas du tout qu'il avait envisagé pour la caster. Et oui, mais elle était, bah, en fait, techniquement, dans la pièce, effectivement, Juliette a 13 ans, Roméo, on en a plus, 20-21. Donc c'était les âges qu'avaient, Leonardo DiCaprio et Nathalie Portman à l'époque. Mais en vérité, personne n'a envie de voir, un mec de 21 ans, embrasser une fille de 13. Enfin, c'est hyper bizarre, surtout que Nathalie Portman, À part Luc Besson. voilà, voilà, ouais, non, mais en vrai, enfin, voilà, ça aurait été trop gênant, quoi. Ouais, non, 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 mais c'est pour ça. Mais tu vois, il y a plein de trucs. Mais ça fait partie des petites infos comme ça, tu vois, et même après sur aussi je sais plus lequel j'ai réécouté justement pour préparer l'émission récemment, ou même sur le livre, par rapport aux éditions de l'époque, parce que vous parlez de livres aussi, donc qui sont pas que des livres, on va dire récents, donc que ce soit quand vous avez parlé des éditions, bah, par exemple de Alcott pour Little Women et tout ça, et c'est vrai que donc ça, c'est le genre de recherche là. Justement, c'est un truc ça te prend combien de temps, grosso modo, si on devait entre la lecture du livre, regarder après d'un film, ou des fois si des séries ça prend plus de temps aussi, tu dirais que ça te prend combien de temps en fait pour chaque épisode, de temps de travail en comptant l'enregistrement, la préparation, le montage, ça te prend à peu près combien? En vrai, je saurais pas trop dire parce que c'est vraiment à chaque fois des timings, complètement, différents. Bah, la préparation d'un épisode, ça me prend forcément beaucoup de temps parce que pendant ma lecture, je prends des notes, pendant, le visionnage, je prends des notes aussi. Ensuite après, j'essaie de préparer les informations supplémentaires sur, l'auteur, l'autrice, réalisateur, réalisatrice, tout ça. Donc j'écume, Wikipédia, j'écume Allociné, j'écume, IMDb aussi, pour les anglophones, c'est, assez pratique. Surtout pour les anecdotes. Les anecdotes IMDb sont vraiment, souvent savoureuses et c'est grâce à ça que je peux sortir pas mal d'anecdotes aussi pendant, les épisodes. Je saurais pas dire, ça prend plusieurs heures, ça c'est sûr. En plus le montage, bon après on ne fait pas des épisodes très longs en général, on essaie quand même de s'en tenir à 1 heure 20 la plupart du temps. Des fois, on déborde, mais voilà. Et oui, le montage, je pense que ça me prend à chaque fois, je sais pas, 3 heures environ. Tu es la seule à faire le montage, ou vous partagez des tâches avec Pascal, ou c'est toi qui centralise, hein? Non, ça c'est ma croix, le montage. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas, j'aime bien. Bah, j'ai appris, du coup, un peu sur le tas. C'est pour ça que je pense les premiers épisodes, si je les réécoutais maintenant, ce serait horrible. Mais bon, je pense qu'il y a eu une évolution et un progrès. J'essaie de me dire ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression, bah, t'as pas besoin de ma validation, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et justement, la question que je me posais, vous enregistrez comment le podcast? Vous êtes ensemble, ou des fois vous êtes chacun de votre coin et vous faites via Skype et tout ça? Parce que il y a des épisodes, j'ai vraiment l'impression que vous êtes ensemble dans la même pièce. Alors, la plupart des épisodes, on est effectivement ensemble parce que voilà, bah, déjà, comme je l'ai dit, on est copines. Même Manon, c'est aussi une copine du lycée. Donc de base, on est proches dans la vraie vie, donc on aime bien enregistrer ensemble parce que c'est quand même plus sympa. En plus, on voit les expressions sur les têtes des unes et des autres, donc des fois, c'est pour ça qu'on se marre comme des dindes, c'est parce qu'on se voit et on rigole. Et en plus, c'est l'occasion, souvent, c'est le dimanche, on fait un brunch avant. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de se voir. Donc souvent, on fait ça en présentiel. Il y a eu des exceptions, notamment l'année dernière, bah, à cause du Covid, hein, tout simplement, où on a dû enregistrer à distance. Donc je pense par exemple à l'épisode Podane, on a enregistré séparément. Virgin Suicide aussi, on a enregistré séparément. Enfin, j'étais avec Hugo évidemment vu qu'on vit ensemble, mais sinon, voilà, les filles étaient chacune de leur côté. Mais souvent, la plupart du temps, on essaie d'enregistrer en présentiel. Même, voilà, je sais, c'est pas bien, mais même là, depuis janvier, même s'il y a encore le Covid, et cetera, c'est vrai qu'on essaie quand même de faire ça ensemble parce que c'est quand même plus sympa. Il y a une espèce d'ambiance, et en tout cas une interaction qui est différente forcément quand tu te vois. C'est quand même, je trouve que c'est beaucoup plus naturel, et ça transparaît beaucoup dans les épisodes justement. Je trouve comme tu dis, la relation que vous avez, en fait, on sent déjà que vous entendez super bien, et il y a une espèce de dynamisme et tout ça qui se traduit. Et comme tu disais, vous rigolez aussi parce que voilà, enfin, vous parlez c'est pas forcément, vous faites ça sérieusement, mais ça veut pas dire que c'est sérieux, que c'est un cours sur les adaptations. En fait, c'est quand même très très fun à écouter les épisodes la plupart du temps.
Bah, on essaie parce que bon, bah, de toute façon, c'est pas notre métier. On n'est ni prof, ni journaliste, ni, experte en littérature ou en analyse comparée livre-film. Voilà, on va pas prétendre que ce sont nos qualifications, d'expertes. Voilà, c'est pas le cas. On est vraiment une bande de copines. On essaie quand même de bosser notre sujet. Bien sûr, je pense qu'on a des analyses pas non plus inintéressantes, j'espère en tout cas. Mais voilà, on essaie quand même de pas on n'est pas le masque et la plume, quoi. On n'est pas là non plus pour se prendre au sérieux et cetera. C'est vraiment le but, c'est de faire aussi une discussion entre copines avec, des infos, des anecdotes et tout, mais de garder quand même un ton léger. Surtout que voilà, je trouve que dès qu'on parle de livres, ça peut vite devenir vraiment très, très sérieux et très guindé parce que voilà, il y a toujours quand même eu un certain élitisme, voilà, dans le domaine de la lecture qui s'estompe depuis plusieurs années. Voilà, surtout, bah, grâce aux réseaux sociaux où maintenant il y a un peu n'importe qui peut, faire des critiques de livres, notamment sur, je sais pas, sur des sites comme Babelio ou sur Instagram et cetera. Donc ça s'est démocratisé. Mais voilà, le but, c'est pas d'être pédante, quoi. On a envie vraiment de parler de livres, entre copines comme n'importe qui peut parler de livres. Mais oui, justement, d'ailleurs, tu citais Le Masque et la Plume. Alors, pas pour parler du Masque et la Plume de manière générale, mais des émissions et tout ça, c'est quelque chose que tu as regardé, que tu regardes, que tu as regardé, ou des fois tu prends on va dire, des petites techniques, ou pas du tout, enfin, où t'as baigné là-dedans. Après, je suppose que tu regardes peut-être par ton boulot, tu regardes des trucs comme ça. Enfin, est-ce que tu baignes un peu là-dedans, en dehors du podcast et en dehors de ton métier, de tes lectures, hein? Bah, alors pas trop, pas trop bizarrement, non, je regarde, enfin, j'écoute pas trop d'émissions, littéraires. Enfin, j'écoute des fois des podcasts qui parlent de livres, mais c'est pas forcément des livres de fiction, voilà. Enfin, c'est complètement décorrélé, mais j'écoute un podcast de Slate qui s'appelle Poire et Cahuètes, où en fait, c'est des épisodes sur les essais qui sortent et en quoi ils reflètent un petit peu les sujets de société actuels et contemporains. Bref. Donc ça, voilà. Mais sinon, non, j'écoute pas. Enfin, je suis pas particulièrement baignée dans les émissions littéraires. Je pense qu'en fait, comme c'est tout le temps, enfin, je suis tout le temps un peu en boucle là-dessus de base. Je pense que du coup, j'écoute pas non plus encore plus ça en plus, quoi. D'accord. Et au niveau des émissions, parce que les adaptations, c'est ciné, série, et au niveau de tout ce qui va être cinéma, série, c'est pareil, c'est quelque chose. Alors bon là, on peut pas y aller parce que comme par hasard, les musées, les salles de cinéma sont fermées, alors qu'on peut ouvrir les autre chose. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Sinon, c'est quelque chose que tu vas beaucoup dans les salles de cinéma. Tu consommes beaucoup aussi de peut-être d'émissions ou de livres sur le cinéma, je ne sais pas. Bah oui, bah forcément, j'ai un abonnement cinéma, voilà, donc c'était vraiment une de mes sorties régulières. Tout le monde, j'y allais quand même. Bon, c'est pas énorme hein, par rapport à d'autres, mais j'essaie d'aller au cinéma genre 3-4 fois par mois, quoi. C'était un peu ma sortie de la semaine. Et bien sûr, comme aussi beaucoup de gens, j'ai un abonnement Netflix, j'ai un abonnement Disney+ aussi et j'ai un abonnement Canal. Voilà, voilà. Donc ouais, j'aime bien consommer des films et des séries, mais après voilà, c'est encore une fois, je vais pas commencer à je pense pas que je suis plus experte qu'une autre. Je suis juste, amatrice. Mes copines aussi sont amatrices, voilà. Enfin, on aime bien, aller au ciné et ensuite discuter de films, enfin du film qu'on a vu, mais c'est sans voilà, on n'a pas une expertise particulière, je pense, sur le sujet, quoi. C'est juste de l'intérêt, quoi. Et justement, pour parler des expertises, ça a l'air super bienveillant, super bon commentaire pour Adamo si tu peux, mais est-ce que ça vous arrive des fois de remise en question sur des livres ou sur vos avis sur le cinéma? Parce que pour suivre des gens et discuter avec des gens, essentiellement des femmes hein, qui parlent de cinéma et comme tu dis, qui sont pas forcément professionnelles, mais qui font ça aussi par plaisir, souvent la parole, en fait, enfin, il y a toujours une remise en question plus prompte et plus rapide en général, j'ai remarqué que ce sont des femmes qui parlent de cinéma par exemple, que ce sont des hommes. C'est quelque chose que vous avez vécu ça ou que pour l'instant vous avez la chance de pas trop avoir? Bon, oui, déjà, on a déjà eu 1 ou 2 commentaires en mode, «Votre émission est trop, amateur». Voilà, donc ça, c'est déjà arrivé. Et mais sinon, non, on n'a pas trop de critiques. On a eu quelques critiques aussi sur les mauvaises prononciations de noms. Donc par exemple, et ça c'est complètement de ma faute et maintenant du coup, je vérifie à chaque fois via des interviews vidéo, donc finalement, c'est une critique qui te fait évoluer. C'est sur, 99 francs pour le réalisateur, Yann Kounen. J'avais dit Jeanne Kounen. Donc voilà, je m'étais fait un peu reprendre là-dessus, mais tant mieux parce que maintenant je fais hyper gaffe. Et sinon, on a déjà reçu des critiques par rapport vraiment à des analyses de films et c'est marrant, c'était systématiquement sur les films de Spielberg.
Voilà, un coup, il y a un gars qui m'a dit: «Non, mais je crois que tu as rien compris, en fait, au film de Spielberg». Donc moi, j'étais en train de me dire: «Ouais, enfin, ça après, faut pas être non plus un prix Nobel pour comprendre le truc, mais oui, OK, pourquoi pas, quoi». Ah ouais, mais Spielberg, il faut pas toucher Spielberg. Oula. Ça nous a fait rire avec Hugo parce que je lui en ai parlé et il m'a dit: «Je crois que, tu sais, c'est vraiment lié à Spielberg. Sinon, c'est assez bienveillant». Enfin, on a quand même pas de retour. Après, je pense que enfin, j'espère que la plupart des gens, enfin, au pire, ils aiment pas, ils passent leur chemin, tu vois? Tu es pas obligé de venir rager sur, le compte de quelqu'un. Enfin, moi, il y a des trucs que j'aime pas, je vais pas commencer à aller, m'exciter dessus, quoi. Oui, c'est une réaction qui paraît tout à fait naturelle en fait. Moi aussi, je partage cet avis-là. C'est pour ça que je ne comprends pas en fait les gens qui ont de l'énergie à perdre en fait, aller faire du rager pour des trucs. Mais non, mais pourquoi? Mais parce que visiblement, à part si on tape sur Spielberg, là effectivement, là il fallait pas, faut pas. Là, vous avez déconné. On a eu le malheur avec Hugo un coup de dire, que, Spielberg, peut-être, ne représentait pas très bien les femmes, au cinéma et voilà, il y a un gars qui nous a dit: «Ouais, je comprends pas pourquoi vous dites ça, c'est n'importe quoi». Bon, bah, voilà, après ce ne sont que nos avis, hein, aussi, on essaie d'appuyer dessus quand on fait des épisodes, hem, même y compris quand c'est pour dire notre avis, j'aime pas et cetera. Enfin, c'est personnel, hein, on n'a pas la vérité absolue. Quand on dit, d'un livre qu'il est bien, c'est parce que nous, on l'a trouvé bien, voilà, mais c'est pas la vérité absolue. Évidemment, on va pas vous ostraciser si vous aimez pas tel livre ou tel film ou si vous avez un avis différent d'une autre. Enfin, on n'est pas là non plus pour imposer notre avis. On sait très bien que tous les goûts sont dans la nature, que c'est très subjectif, donc voilà, on essaie de pas être non plus trop péremptoire, quoi. Les gens, ils peuvent le percevoir différemment que ce qu'on voulait faire parce que c'est communiquer, c'est pas toujours simple, mais voilà, on essaie en tout cas de pas imposer d'avis, de base, quoi. Ouais, mais ce que j'allais dire justement par rapport au côté péremptoire, c'est quelque chose justement, je trouve, qui dans vos épisodes ne transparaît jamais en fait. Enfin, même quand vous allez émettre vos avis, enfin voilà, vous faites toujours comprendre que c'est votre avis, puis il y a toujours un peu d'humour et tout ça. Enfin, comme on vous disait tout à l'heure, en fait, vous n'allez pas défoncer quelque chose en disant c'est le truc que je déteste, mais pour tout, hein, mais que je disais avant, hein, donc j'étais aussi un idiot, hein, je le suis peut-être un peu moins, mais le truc genre ouais, c'est une bouse, c'est une purge, enfin, c'est pas constructif de dire ça en fait. Pourquoi? Puis déjà dire assimiler une œuvre d'art à ça, je trouve ça un peu naze. Mais bon, effectivement, le coup de Spielberg, si t'as fait le combo Spielberg et en plus Mel Gaze, alors là, forcément, t'allais taper dans la ruche au bourrin. Mais justement, pour parler un petit peu de ce que tu fais autour, tu en as parlé tout à l'heure quand tu parlais justement des lectures, que tu avais tes lectures pour le boulot, ta pile à lire, ou ta pile de livres surtout. Justement, comment tu arrives à gérer un peu tout ça? Parce que d'ailleurs, vous avez aussi un compte qui est affilié. Alors vous avez le compte Instagram de Adapte-moi si tu peux. Vous avez aussi le compte Instagram qui est très sympa, qui s'appelle Orgueil et Résumé, que vous partagez et où justement vous mettez en valeur des livres, il y a côté prescription de livres, mais aussi le truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est mettre en valeur aussi les libraires et quand vous allez voyager, tout ça. Donc est-ce que tu peux parler un peu de ça justement et j'ai vu que tu as pas mal voyagé, en tout cas, tu as fait l'Angleterre, Laos, Portugal, enfin, et à chaque fois, est-ce que c'est un truc que tu vas dans chaque voyage que tu fais, que ce soit en France ou à l'étranger, est-ce que justement visiter des librairies ou des bibliothèques, c'est quelque chose qui est, on va dire, sur ta to-do list? Bah, c'est pas forcément sur ma to-do list, mais si je vois dans un guide, ou que je passe devant une librairie, bah, je vais avoir envie de m'arrêter parce que déjà j'aime bien, voilà, je trouve qu'à chaque fois c'est des endroits assez jolis, assez surprenants, même si j'achète pas forcément, mais voilà, c'est vrai que moi enfin, on aime beaucoup les livres toutes les 2 avec Pascal, donc forcément c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais oui, en fait, Orgueil et Résumé, on a lancé ça, en mars, 2020, donc au moment du confinement. Parce qu'en fait, du coup, on s'est retrouvées, chacune, chez soi et cetera et en fait, on s'est dit comment on s'est retrouvées aussi en partie en chômage partiel, en fait, parce que, bah, les librairies avaient fermé à ce moment-là et donc pour Pascal et moi, ça avait un petit peu, sonné, le glas, de nos activités professionnelles. Enfin, temporairement, bien sûr, on a de la chance, de ne pas avoir perdu nos emplois toutes les 2, mais du coup, on avait pas mal de temps libre, on va dire et du coup, on s'est dit: «Tiens, on se créerait pas un compte vraiment, pour nos lectures?» parce que c'est vrai il y a Adapte-moi, mais en fait, Adapte-moi, on parle surtout des livres dont on parle dans le podcast. Voilà, on va pas commencer à partir dans tous les sens, parler de livres qui ont rien à voir et voilà, on a brainstormé, environ, 5 minutes sur le titre avant de trouver le nom Orgueil et Résumé et voilà et depuis, bah, maintenant ça fait 1 an et on poste régulièrement, voilà, nos lectures ou des photos de librairie ou des citations, des choses comme ça.
Justement, la promo sur les réseaux, que ce soit Instagram, Twitter, comment vous gérez ça? Moi, c'est un truc qui me fatigue, mais vous faites des trucs assez sympas, surtout les photos et tout. Et donc, ça, c'est un truc que vous forcez, que tu te forces un peu à faire. Bon, après, t'as fait des études de marketing, je suppose que ça aide, Bah, en fait, avant, pour le podcast en tout cas, on communiquait surtout sur, Twitter, enfin surtout moi en fait, moi je suis un peu une accro à Twitter, voilà, j'essaie de déconnecter mais, c'est très, très compliqué. Je suis un peu, voilà, donc j'essaie de faire, souvent plusieurs tweets par jour avec le compte d'Adapte-moi. Facebook, j'essaie de faire des posts de temps en temps, j'ai un peu du mal à être régulière, mais bon, il y a des gens qui nous suivent uniquement sur Facebook donc, voilà, il faut aussi, faire coucou là-bas de temps en temps et en fait, Instagram, avant, on postait que très ponctuellement sur Adapte-moi, en fait. On faisait vraiment enfin, chaque épisode occasionnait genre, 5-6 posts, mais c'était tout et en fait, c'est depuis qu'on a changé, notre, logo. En fait, on a fait ça avec, le beau-frère de Pascal, donc le copain de sa sœur qui s'appelle Lenny et qui est graphiste et en fait, il avait eu un petit moment de creux où il était un peu désœuvré et du coup, en discutant avec Pascal, il avait dit: «Tiens, j'aimerais bien bosser sur le logo de votre podcast» et donc ça, c'était en automne dernier et en fait, il nous a proposé en même temps, en parallèle, de refaire un petit peu toute la, charte graphique de notre compte Instagram parce que lui, il est très, très Instagram et cetera et en fait, voilà, il nous a sorti un petit peu des posts, préformatés en quelque sorte avec, voilà, toujours la même typo, toujours le cadre blanc et cetera et du coup, en fait, ça nous a donné envie, bah, de développer beaucoup plus, les contenus, sur Instagram et donc voilà, maintenant j'essaie de faire, genre un post par jour que j'essaie de bien sûr programmer, en avance, hein, sinon, c'est vraiment très compliqué. Mais du coup, c'est sympa parce que ça nous permet aussi de faire tenir, les discours autour d'un épisode parce que comme on sort qu'un épisode par mois, bah, mine de rien, un mois c'est long quoi, c'est 30 jours donc forcément tu as un peu une émulation, les premiers jours de sortie d'épisode où voilà, où les gens ils vont écouter et après, bah, en fait, faut entre guillemets «f faire tenir le coup» ou faire patienter, pendant jusqu'à l'épisode suivant donc ça peut paraître long et donc le fait d'avoir un post Instagram par jour, ça permet de développer à la fois des contenus qu'on n'a pas forcément eu le temps d'évoquer dans l'épisode et en plus de faire vivre, le thème. Voilà, c'était un peu long comme réponse, mais mais non, mais pas du tout. Et en fait, c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que ça marche, que ça génère en tout cas on va dire des vues, c'est pas générer des vues, mais ça génère en fait des interactions. C'est intéressant que les vues, des vraies interactions, des gens qui commentent, qui parlent, quoi. C'est toujours mieux. Et donc non, moi je trouve ça super intéressant. J'avoue qu'à titre personnel, et c'est pas pour parler de moi parce que je suis pas le sujet de l'émission, mais c'est vrai que c'est un truc que je fais pas trop et je vois que c'est un truc qui fonctionne et qui est intéressant et tout ça. Donc, s'il y a des gens aussi qui nous écoutent, peut-être, qui ont envie de se lancer dans le podcast, je trouve que c'est bien aussi de savoir ce qu'il y a autour parce que comme tu dis très bien, déjà on peut pas faire un épisode quotidien ni même hebdomadaire et quand c'est grosso modo un épisode mensuel, ce qui est le format pour beaucoup de podcasts, et ben effectivement, passer les 2-3 premiers jours, ben il faut communiquer là-dessus, il faut arriver à communiquer de manière aussi à intriguer, intéresser les gens aussi. Et donc je trouve que c'est intéressant justement de bien parler de tout ça et de parler justement de comment vous enregistrez, comment vous préparez, parce que ça peut aussi, ne serait-ce qu'en en parlant, ben, donner envie à des gens justement de dire ah c'est comme ça, je savais pas que ça demandait autant de boulot ou j'aimerais bien me tester tout ça. Donc ouais, après je pense que chacun, tu vois, fait sa formule aussi. Enfin, voilà, nous, pour l'instant, on fait comme ça. On fait un post Insta par jour, depuis janvier. Il y a plein de gens, je pense, qui font pas du tout ça et pourtant ils arrivent quand même à vraiment animer leur communauté et cetera. Tu vois, il y a des gens, ils vont lancer typiquement leur forum Discord pour pouvoir parler en dehors des épisodes avec leur communauté. Il y a des gens qui vont aussi se développer sur Twitch et cetera. Il y a des gens qui vont faire des TikTok, j'en sais rien, mais voilà, nous, pour l'instant, c'est la formule qui nous convient, qui prend pas mal de temps, mais qui nous convient. Mais je pense qu'il est possible d'en faire moins ou de faire plus ou de faire autrement. Et c'est un peu, je pense, chacun fait comme il peut et à sa sauce, quoi. oui, l'essentiel en fait c'est pas de se forcer. Enfin, faut toujours se pousser un peu pour faire les choses, mais après faut qu'on se sente bien parce qu'à partir du moment où c'est une contrainte, ça se sent aussi. Le but, c'est de s'amuser, hein. Enfin, après, je sais pas pour quelles raisons les gens ils créent leur podcast. J'imagine qu'on a tous un peu nos raisons. Mais bon, après, voilà, pour moi, c'est vraiment un hobby, un truc que je fais en plus par passion. C'est un truc que je partage aussi avec mes copines. Donc, forcément, voilà, donc c'est à la fois un groupe entre copines. Voilà, c'est un peu notre club de lecture, ciné-lecture entre potes.
Et en plus, bah, moi, ça m'occupe aussi. Ça me met un truc à faire en dehors du travail, surtout bon, bah, en ce moment où il n'y a pas grand-chose à faire, hein, en dehors du travail en cette période. Donc voilà, pour moi, je vois vraiment ça comme une passion, un hobby, un loisir. Mais le jour où ça ne sera plus le cas, où je le sentirai vraiment comme quelque chose qui me pèse ou quoi, je vais pas non plus, me forcer, tu vois? Ouais. Le but, c'est toujours de s'amuser et de se faire plaisir et je pense que de toute façon je pense que les gens, ils le sentent quand c'est plus un plaisir, en fait. Ça doit se voir, je pense, donc voilà. Le jour où, en tout cas, nous, ça nous sera plus une contrainte qu'autre chose, bah, on arrêtera, quoi. Et justement, pour parler de l'avenir un peu du podcast, alors là, à l'heure où on enregistre, vous venez de publier l'épisode de mars, et donc il y en aura un en avril. Justement, tu parlais là, tu donnais plein d'exemples, tu disais, il y a des gens qui font des communautés Discord, Twitch, TikTok, tout ça. Justement, c'est un truc que vous pourriez faire plus tard, de changer ou de tester une nouvelle plateforme. Alors, je dis pas forcément d'aller faire des live Twitch, pourquoi pas, mais par exemple, ou de créer un forum Discord. Alors je ne sais pas comment vous avez de communauté, puis déjà si vous avez envie de développer une communauté, parce qu'on n'a pas forcément envie de développer une communauté. C'est des choses que des idées que vous avez en tête comme ça, ou pour l'instant en fait, donc vous préférez vraiment rester sur ce format-là tranquille entre vous et puis pas aller plus loin. Bah, non, pour l'instant, c'est pas dans le sens où on veut pas communiquer avec les gens, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, on préfère rester comme ça parce que bon, bah, un forum Discord, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui s'entretient énormément et il faut être un peu tout le temps connecté. Je sais pas si tu connais le podcast Rien que d'y penser, qui est un podcast sur Disneyland Paris, enfin sur les parcs Disney, et qui sont très sympas et qui ont lancé leur Discord depuis un moment. Et ils sont hyper actifs là-dessus et c'est super chouette. Ils font des enregistrements aussi en live via ça, etc. Ils ont lancé leur Twitch et tout. Mais voilà, c'est un investissement de temps qui est assez énorme. Après, c'est super chouette parce qu'ils sont vraiment ultra proches de leur communauté. Mais moi, j'avoue que, enfin, nous, on n'a pas forcément le temps de faire ça au quotidien, quoi. Déjà, tu vois, un post Instagram par jour, mine de rien, c'est pas grand-chose, mais ça nous prend quand même pas mal de temps. Donc, on pourrait pas passer nos journées, en fait, à être sur Discord et à papoter avec les gens. Ce serait cool, mais malheureusement, on a quand même un travail à côté, donc on peut pas se le permettre. Donc, pour l'instant, on essaie de communiquer au mieux, on essaie de répondre très rapidement aux commentaires. Il y a des gens qui nous envoient des messages privés, on échange avec eux en message privé, voilà. Pour l'instant, c'est ça qui fonctionne pour nous et je pense pas malheureusement qu'on ait le temps de faire plus. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant parce qu'on a toujours envie d'en faire plus, on a toujours envie de se dire je pourrais y consacrer encore plus de temps, je pourrais faire encore plus de choses. Voilà, moi, il y a une réflexion aussi que j'ai eue il y a pas longtemps, bah oui, en fait, c'est très frustrant de faire qu'un épisode par mois parce que je me dis, mais moi, des livres, je peux en lire. Enfin, on en lit plusieurs par mois de base. Donc, je me dis, si seulement je pouvais faire un épisode genre toutes les 2 ou 3 semaines et tout, ce serait trop bien. Mais en fait, c'est pas possible parce que ce serait vraiment trop chronophage, quoi. Et là, je pense que ça deviendrait plus un plaisir et on n'arriverait plus à tenir le rythme, en fait. Et je pense que le mieux, enfin après, voilà, c'est mon avis personnel. Voilà, je suis pas du tout experte, mais je pense que le mieux, c'est de trouver son propre rythme qui nous convient et d'être capable de le tenir, en fait. Parce que lancer plein de trucs différents, et cetera et en fait, ne pas être capable de tenir le rythme sur la durée, bah, ça, en fait, c'est un problème. Je pense que voilà, même si des fois je me dis, que je pourrais peut-être faire 2 épisodes par mois, j'en sais rien. Je préfère qu'on reste sur, le rythme de un par mois et de faire ça bien et d'être sûr de pouvoir le faire, l'épisode par mois. Parce que pour l'instant, je crois qu'on n'a pas fait une seule année où on a vraiment réussi à faire 12 épisodes. Donc, je crois que genre en 2019, on en a fait 11 et en 2020, on en a fait 10. Donc, voilà, donc moins finalement d'un par mois. Mais, bon, voilà, il faut pas non plus, tu vois, prendre Ouais. trop de trucs et finalement ne pas être capable de le faire, quoi. Oui, ou sinon ça te retrouve à te forcer à bâcler en fait et comme tu disais c'est quelque chose qui se sentira forcément peut-être pas par tout le monde mais par les gens qui suivent et les gens qui suivent le plus ben quelque part c'est ceux qui sont les plus fidèles ben quelque part ils vont le sentir aussi donc ouais non je comprends tout à fait ce que tu dis et justement là quand tu discutais là tu parlais du Discord de Disney tu écris aussi quelques chroniques sur Chronique Disney non c'est ça ou quelques articles. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas rebondi sur ça quand on parlait un peu de toi, mais alors il y a pas IMDb pour avoir les infos trivia sur ta vie, mais c'est vrai que t'as bossé chez Disney. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, t'es quand même une grande fan de Disney. Je crois même Ouais, que tu fais des collections de mugs et tout. c'est Euh, vrai.
Ton chat aussi s'appelle Olaf, je suppose que c'est par rapport à Frozen. Non, mais par contre, c'était aussi par rapport au conte Olaf des orphelins Baudelaire. Ah d'accord, moi, tu vois, moi j'avais l'autre qui... En fait, c'était pour les deux, c'est parce qu'à la fois, il était très mignon comme le bonhomme de neige, et parfois, il est très vilain comme le conte Olaf. Ça devient une star de Orgueil et Résumé, hein, ce chat en fait. Bah, en plus, il est toujours là quand on enregistre nos épisodes, donc... Justement, quelques petites questions hein, pour un peu boucler tout ça, qui va être relié d'ailleurs au sujet du podcast, aux adaptations. Quelle est la meilleure adaptation que tu aies pu voir, que ce soit en film, en série? Tu peux donner plusieurs titres, mettre en avant un ou deux titres si tu as envie. Bah, j'en ai vu plusieurs qui étaient bien, mais moi, alors là, c'est vraiment 100% personnel. Voilà, c'est vraiment mon avis à moi. Je dis pas que c'est la meilleure adaptation de tous les temps, mais c'est une de celles qui m'ont le plus marqué récemment. C'est vraiment la série L'Amie prodigieuse. Bah, d'ailleurs, on avait fait un épisode dessus il y a quelques mois. Et pour moi, cette série, c'est vraiment l'adaptation parfaite de l'œuvre d'Elena Ferrante. Voilà, je sais pas si tu as lu ces 4 tomes. Ouais, je connais c'est trop dur à dire. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Mais effectivement, je me souviens de l'épisode que vous avez fait, que j'ai pas écouté parce que j'essaie de réécouter que quand j'ai lu ou vu un des deux en fait. Sinon, je peux pas, même si vous spoilez pas, mais je me dis, je préfère découvrir, tu vois, vraiment de manière. Ouais, neutre. Mais vous en avez beaucoup parlé, donc j'avais vu que effectivement vous avez beaucoup aimé. Et finalement, c'est pas la série qui a été. Enfin, ils l'ont mis un peu en avant, mais c'est pas le truc dont on a le plus parlé en fait, donc c'est cool. Non, mais non, c'est ça qui est incroyable, c'est que pourtant c'est quand même une série HBO, tu vois. Donc c'est quand même pas n'importe qui comme société de production. C'est une série italienne, en plus elle est diffusée là sur Canal+, la série. Elle a été diffusée aussi la saison 1 sur France 2 l'été dernier, mais je pense pas que ça ait particulièrement fonctionné au niveau de l'audimat en France en tout cas. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, le livre, c'est marrant, c'est que j'avais lu le tome 1 je sais pas, en 2019 ou un truc comme ça. Et en fait, c'est une écriture très dense et très fouillée, très introspective et avec énormément de personnages. Et donc, le tome 1, voilà, j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais quand même dû un peu m'accrocher. Et en fait, c'était 1 an plus tard, j'ai lu le tome 2 en me disant, bah allez, il serait temps quand même que je lise le tome 2. Et en fait, à partir du tome 2, ça m'a vraiment agrippée et j'ai lu vraiment le tome 3 et 4 dans la foulée. Mais vraiment, enfin, genre, j'avais que le tome 3 en plus chez moi après, et donc j'ai été acheter le tome 4 alors que j'achète très rarement de livres neufs. Mais là, il fallait absolument que je l'achète, donc voilà. Et en fait, ensuite, suite à la lecture, j'ai voulu regarder l'adaptation en série. Donc à l'époque, bah là, actuellement, il y a que les 2 premières saisons qui sont sorties, donc qui correspondent au tome 1 et au tome 2. Et ça a été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment énormément aimé cette série. À chaque fois, c'était des saisons de 8 ou 10 épisodes, mais c'est des épisodes assez longs de 1 heure, que ce soit en termes d'ambiance, en termes de jeu d'acteurs et surtout les actrices qui jouent les 2 rôles principaux. Elles sont exceptionnelles, la musique est magnifique. Et pour le coup, du coup, j'ai regardé la série avec Hugo, qui lui n'a pas du tout lu les livres, et il a été, pareil, embarqué par la série. Alors que voilà, qui connaissait pas du tout l'histoire, etc. Et ça lui a vraiment beaucoup plu. Et voilà, et du coup, j'en ai parlé à tout le monde. Et du coup, j'ai la sœur d'Hugo qui a du coup dévoré les 4 tomes et qui a adoré les deux saisons. Il y a ma mère aussi qui a regardé, qui a lu les 4 tomes alors qu'à la base, elle avait essayé le tome 1, elle avait pas trop aimé. Et finalement, j'ai tellement incité, je lui ai dit, tu sais, ça vaut vraiment le coup en fait, qu'elle a fini par se forcer. Et là, elle a tout dévoré et elle a adoré. Elle a regardé également les 2 saisons. Donc bref, c'est une œuvre qui de base m'avait beaucoup plu en livre, mais même si on n'a pas lu les livres, la série est exceptionnelle. Mais vraiment, à tous les niveaux, c'est un chef-d'œuvre, je trouve, de réalisation, de mise en scène. C'est intelligent, c'est subtil. Ça se passe en Italie et c'est fait par des Italiens. Donc les acteurs sont italiens. J'avais jamais regardé de série en italien avant et c'est trop bien, quoi. En plus, comme ça se passe à Naples, il y a un peu l'accent napolitain, etc. Enfin, c'était un voyage, cette adaptation. D'accord. Et donc c'est une série qui est en cours, donc d'après ce que tu dis. Ouais, il y a la saison 3 qui devrait sortir fin 2021 si tout va bien. J'ai trop hâte. Même si du coup les actrices elles vont changer parce qu'en fait quand les livres commencent, elles sont petites, ça commence quand elles ont 10 ans et en fait ça se termine quand elles ont 60-65 ans. Donc elles grandissent et vieillissent au fil des tomes. Donc là dans la saison 2, ça se termine, elles ont genre 25 ans ou 20, enfin 22-23 peut-être. Et là, ça va être la troisième, ça va couvrir un peu leur trentaine et jusqu'à leurs 40 ans, un truc comme ça. Donc les actrices vont changer et ça va être très triste parce que j'étais très attachée à elles. Ça va faire l'effet The Crown, tu sais. Ouais. Mais j'ai quand même trop hâte.
Donc L'Amie prodigieuse, donc série HBO italienne, produite en Italie, réalisée en Italie. Ben écoute, comme ça, si des gens veulent découvrir ça, ça me donne envie, il faudra que je m'y mette, il y a tellement de séries aussi. Enfin, mais bon, Ouais. c'est comme ça. Pour rester sur les adaptations, justement, on en a parlé de ton adaptation préférée, en tout cas une qui t'a beaucoup marqué. Une adaptation justement dont c'est un livre en fait que tu aimes beaucoup et t'aimerais oublier qu'il a été adapté ou t'aimerais, je dis pas rayer parce qu'il faut pas rayer, crier à la censure des œuvres, mais une adaptation vraiment qui t'a vraiment le plus soit déçu ou soit que t'as vraiment détesté ou même seulement déçu hein, sans vouloir défoncer quelque chose. Alors, c'est un peu l'exemple que je donne systématiquement, mais c'est vraiment très vrai. C'est Percy Jackson, qui est une série de livres jeunesse par Rick Riordan que j'ai lu quand j'étais petite. Enfin, genre, j'ai lu le tome 1, je crois, quand j'avais genre 10 ans, 10, 11 ans. Et c'est ces histoires du jeune ado qui, en fait, découvre qu'il est le fils d'une mortelle et d'un dieu. Donc, il est un demi-dieu. Et donc, il est le fils de Poséidon et il lui arrive plein de choses. Et dans les livres, il y a vraiment voilà, ce côté vraiment hommage au mythe de l'Antiquité avec plein de monstres, une modernisation de la représentation des dieux, etc. Mais tout en respectant vraiment la mythologie. Et donc, c'est littéralement apprendre en s'amusant. Voilà, c'était le moment un peu, un peu relou, mais clairement, c'est une super, super saga. Non mais tu tombes bien parce que les gens savent pas mais on est un samedi après-midi quand on enregistre donc c'est à peu près à l'heure de l'émission 1, 2, 3 Lumni donc tu vois c'est cool tu peux parler de trucs comme ça c'est pareil on est raccord on pourra aller chez eux tiens mais Non, mais en plus, enfin, c'est vraiment des super chouettes livres que j'ai vraiment, donc moi, beaucoup aimé quand j'étais gamine, enfin, quand j'étais au collège, que j'ai offert aussi à ma petite sœur, parce que j'ai une petite sœur qui a 15 ans de moins que moi. Quand elle avait genre 8 ou 9 ans, je lui ai aussi offert Percy Jackson et elle a aussi adoré, alors que voilà, donc 15 ans plus tard, ça lui a toujours beaucoup plu et j'ai relu le tome 1, il y a quelques mois parce que j'en ai écrit la critique du coup sur Chronique Disney et donc j'adore ce livre et même en étant adulte, je trouve que c'est toujours, super et le film, de Chris Columbus qui est sorti en 2010, ça a été vraiment une des plus grosses déceptions que j'ai jamais connues en termes d'adaptation. Je me suis vraiment dit: «On se fout de ma gueule là, en fait». Enfin, ça ne correspondait absolument pas au livre, que ce soit en termes d'ambiance, en termes d'univers. C'est même pas la même histoire limite. Enfin, franchement, on dirait qu'ils ont pris le début et la fin et ils ont essayé de faire un gloubi-glouba au milieu et ça n'a rien à voir. Enfin, voilà, donc j'avais été très, très, très déçue et comme beaucoup, beaucoup de fans à travers le monde, voilà, c'était un petit peu l'adaptation sur laquelle tout le monde rage, c'était celle-là. Et là, en fait, depuis un an, on sait que une série est en cours pour Disney+, avec cette fois l'auteur aux commandes du scénario. Donc c'est vraiment chouette parce qu'il avait été un peu évincé de la production du film à l'époque. Ça a été, enfin, il s'était passé un truc un peu sale où en plus il avait essayé de donner son avis sur le scénario parce qu'il avait dû le valider entre guillemets. Et il avait dit je suis pas forcément d'accord avec ce scénario parce que là vous allez vous aliéner les fans tellement ça n'a rien à voir avec le livre. Il s'est fait un peu envoyer bouler à l'époque et là il va pouvoir faire un peu son adaptation un peu telle qu'il la voit de sa propre œuvre et ça je pense que ça peut vraiment bien rendre. Surtout que du coup comme il va faire une série, ça va être une saison par livre et je pense que pour le coup c'est vraiment une œuvre Percy Jackson qui sera super en fait à voir en série parce que voilà c'est plein de rebondissements. Le tome 1 c'est une quête à travers les États-Unis où il s'arrête dans plein d'endroits et en fait il se trouve, enfin il rencontre des monstres etc. Donc je pense qu'en série ça peut être vraiment cool, ça permettra aussi d'être plus fidèle au livre. Donc voilà, j'espère que cette adaptation réglera l'affront du film. qui a été fait je sais plus qui avait produit ça devait être Universal ou je sais plus. Non, c'était la Fox. Eh ben oui parce que Disney a récupéré les Mais c'est marrant, c'est que j'ai l'impression que les adaptations qui me déçoivent le plus, c'est surtout celles qui ont touché à mon enfance, tu vois ce que je veux dire? Je me souviens qu'une des premières fois aussi quand j'étais petite où j'ai vraiment ressenti la haine, parce que tu vois, en 2010, quand Percy Jackson est sorti, j'avais déjà 16 ans, donc tu vois, j'étais plus tout à fait petite. Mais par exemple, une des premières fois où je suis sortie du cinéma, où j'étais vraiment genre deg, c'était pour Harry Potter 4 et la Coupe de Feu. Donc là, à l'époque, j'avais 10 ans et j'avais lu le livre 1 ou 2 ans auparavant et là vraiment, c'était la première fois que je sortais du film, énervée en fait. C'était le premier film Harry Potter qui m'a déçue. bon moi ça m'est pas déplu mais c'est là vraiment qu'il y a le travail d'adaptation
et ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent mettre en scène. Et c'est vrai que, et pourtant il y a plein de fans aussi d'Harry Potter, je sais. Et d'ailleurs vous n'avez pas fait Harry Potter, alors faire des sagas aussi sur Adaptoma si tu peux, vous avez fait comment ça s'appelle je reviens pas en arrière. Hunger Games. Hunger Games, mais c'était que le premier bouquin dont vous parliez. Et c'est vrai que faire des sagas, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'Harry Potter, ouais. Ben, tu vois, le 3, moi, je considère que c'est le meilleur film et que c'est le meilleur. Mais il y en a plein qui ne l'aiment pas parce qu'ils trouvent que justement, il va trop loin par rapport au bouquin, en fait. Ils disent, ouais, mais il s'est trop approprié le truc. Alors que Harry Potter 3, c'est pas un bon Harry Potter. C'est tout simplement vraiment un super bon film, quoi, tu vois. Mais le 4, ouais, effectivement, il y avait eu des coupes mais tu vois, ça revient à ce que tu disais sur Percy Jackson et on le voit de plus en plus avec Disney. Récemment, on l'a vu aussi avec HBO, avec Pullman, avec La Croisée des Mondes. Enfin, j'appelle ça La Croisée des Mondes, mais c'est His Dark Materials. J'ai l'impression que tous ces espèces de sagas comme ça, en série à un assez gros budget comme ça, je pense que c'est plus facile à adapter. En tout cas, ça laisse plus le temps de respirer et vraiment de créer un univers et des œuvres qu'en film où finalement, en 2 heures, 2 heures et demie, parce qu'ils veulent pas aller trop loin, bah, ils te matraquent tout. Donc, c'est vrai que c'est un... Bah après, c'est parce que le format série, finalement, il est assez récent, hein. Ça fait que quelques années que vraiment la série, c'est devenu une aussi grosse hype et qu'aujourd'hui, maintenant, on envisage cette série-là pour les adaptations. Parce qu'avant, c'était forcément le cinéma, tu vois. Je veux dire, Ouais. t'adaptais quelque chose, c'était forcément au cinéma. Et maintenant, en fait, on voit qu'il y a énormément de séries qui sont tirées de livres et qui cartonnent. Et franchement, je pense que ça permet effectivement quand même de mieux rentrer dans un univers. Je dis pas que forcément parce que c'est un film, ça va être une adaptation nulle, hein, pas du tout. Il y a des fois où ça s'y prête très bien. Mais je trouve que voilà, le fait de pouvoir maintenant adapter en série, ça apporte tellement de possibilités différentes. Et du coup, bon, bah, c'est sûr que ça passe ou ça casse. Parce que pour le coup, à la croisée des mondes, bon, le film original, il était quand même hyper nul. Mais je sais pas s'il est si nul que ça, c'est juste qu'en fait, ils veulent... Enfin, tu peux pas, en fait. Quand tu vois le bouquin, c'est le genre de... Tu peux pas... Enfin, c'est limite, c'est le mec, il va au casse-pipe. En plus, le film se finit, ils te font comment ça s'appelle, limite un trailer du 2. Et en fait, il n'est jamais sorti. Bah, ça a été. Il s'est passé ça aussi avec Les Orphelins Baudelaire. Tu te souviens, je sais pas si t'as connu, il y a eu un film en 2004 avec Jim Carrey. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, bah, en vrai, je te conseille de le voir parce que pour le coup, le film, il était pas mauvais, tu vois. Bon, par contre, c'était une agrégation des 3 premiers tomes. Donc voilà, sur un film de 2 heures, donc forcément, il y a quand même pas mal de détails qui étaient zappés. Mais pour autant, ça fonctionnait quand même très bien. Jim Carrey était excellent. Les enfants qui jouaient les orphelins Baudelaire étaient très bons aussi. Et il y avait quand même un truc dans l'ambiance, dans la façon dont c'était représenté, qui en faisait quand même une bonne adaptation, même s'il y avait forcément pas mal de coupes. C'était quand même pas mal. Et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une suite, et il n'y en a jamais eu à ces films-là. Et finalement, donc c'est Netflix qui a proposé une adaptation complète en 3 saisons, du coup, des 13 tomes de la saga. Et c'est une de mes séries préférées. Je la trouve formidable. C'est aussi une de mes adaptations préférées, je pense. Mais encore une fois, c'est un livre qui touche à mon enfance, quoi. C'est une série de livres que j'ai lus entre 9 et 13 ans, donc que j'avais adoré à l'époque. Et là, cette adaptation-là, en série, qui prend son temps, donc qui met vraiment, parce qu'il y a énormément de détails dans ces livres, et la série permet vraiment de les développer tout en développant un univers visuel hyper intéressant, un peu façon Wes Anderson, c'est pas mal. Et en plus, il rajoute des intrigues par rapport au livre, mais qui se tient, parce que c'est l'auteur des livres qui est aussi aux commandes du scénario. Et les détails qui ont été ajoutés sont vraiment intéressants, et ça permet aussi de compléter en fait sa propre œuvre littéraire, parce que je me souviens à l'époque, quand j'avais fini les livres des orphelins Baudelaire, la fin, elle était très 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 ouverte, mais vraiment très ouverte, où vraiment, t'avais zéro réponse à la fin de tous les mystères qui avaient été amorcés pendant la saga. Et la série avait permis de pas répondre à tout, parce que ça reste quand même assez ouvert, parce que l'auteur aime bien aussi laisser cette part de mystère, que chacun se fasse sa propre opinion, etc. Mais t'avais quand même plus de réponses. Et du coup, ça avait ce côté où la série complétait vraiment les livres, en fait, et où tu te sentais bien, en fait, après l'avoir fini, parce que tu te disais: «Ah bah voilà, ça a vraiment enrichi mon expérience de lectrice de l'époque, quoi». Et justement, pour une dernière petite question, en parlant de tout ça, tu as en fait, que ce soit moyen financier, humain, enfin tout talent, tout ce que tu veux, on te les file comme ça, tout d'un coup, et pour adapter une œuvre littéraire. Qu'est-ce que tu choisis comme œuvre et dans quel format, que ce soit film, série, animation? Je sais pas du tout, faudrait que ce soit quelque chose qui ait jamais été fait.
Non, tu peux dire, je sais pas, un truc que peut-être une adaptation que t'as pas aimé, tu peux la refaire. En tout cas, voilà, une œuvre en fait, pas forcément ton livre préféré, mais une œuvre que tu dis, celle-là, je trouve qu'en adaptation, en film ou en série ou en animation, ça rendrait super bien. J'ai un budget limité, je la fais, donc voilà, tu peux me citer n'importe quelle œuvre littéraire, que ça sera l'occasion de la mettre en avant. Donc, Bon, bah, c'est pour ne pas en parler pendant, enfin, c'est pas, pour ne pas réfléchir pendant 3 heures, parce que là, laisse tomber, t'es en train de faire mouliner mon cerveau. Je vais paniquer, mais du coup, je vais dire le premier truc qui me vient en tête, c'est une adaptation dont on a parlé il y a pas longtemps dans le podcast, c'est Un jour de David Nichols, qui est un roman qui a été adapté du coup en film au cinéma avec Anna Thaoué notamment, et scénario de David Nichols, donc de l'auteur, et le film est pourri. Mais vraiment, enfin, non, je suis dure. Il y avait de la bonne volonté, il y avait des bons, il y avait enfin, tout n'était pas mauvais, hein, voilà, mais par rapport au livre qui est tellement chouette, le film est vraiment superficiel du coup et survole un peu tous les sujets alors qu'il y a vraiment des thèmes hyper profonds et hyper graves dans cette lecture. Voilà, c'est un livre où à la base, quand tu le vois, tu te dis, oh mon Dieu, ça va être vraiment très gnangnan, très feel good, etc. Et donc ça, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Il y a des gens qui adorent ce genre de lecture et tout. Mais en vérité, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Voilà, on lit ce livre, on a l'impression que c'est léger, et cetera, et des fois, il va te mettre des coups au cœur parce que c'est juste, parce que ça aborde vraiment des thématiques hyper profondes sur le fait de grandir, sur le fait de passer à l'âge adulte, le fait d'avoir des responsabilités, le fait de pas savoir ce que tu veux faire dans la vie professionnellement, personnellement, d'être perdu. Qu'est-ce que ça veut dire aussi être parent? Est-ce que tu as envie d'être parent? Qu'est-ce que tes relations personnelles disent de toi? Enfin, voilà, et en fait, ça aborde vraiment beaucoup de sujets qui sont assez profonds quand même, je trouve. Il y a aussi une réflexion sur le temps qui passe, sur le fait de te dire, «Ouais, bon, on verra plus tard pour améliorer ma situation», sauf qu'en fait, bah, il y a pas de plus tard, c'est maintenant ou tout de suite, sinon en fait, tu prends le risque que ça n'arrive jamais. Il y a vraiment des super thèmes dans ce livre et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup bouleversée. Voilà, j là, c'était la deuxième fois que je le lisais pour le podcast. La première fois que je l'avais lu, c'était 10 ans auparavant, donc bon, ça va, il y avait quand même un certain temps entre les 2, mais voilà, c'était un livre qui m'avait vraiment qui me paraît vraiment chouette et je pense que pour le coup, en le lisant avec les filles et en voyant le film, on s'est toutes les 3 dit: «Mais en fait, c'est le genre de livre qui devrait faire une super série». Parce que, tu as les personnages comme ça qui grandissent, tu vois? Comme en fait, à chaque fois, un chapitre, c'est un jour, mais à chaque fois de l'année suivante. C'est tous les 15 juillet, mais à chaque fois d'une année plus tard et du coup, les situations, elles changent beaucoup et on s'est dit: «Mais franchement, en mini-série, ce serait tellement chouette», tu vois? Parce que là, il y a environ 20 chapitres parce que ça couvre, 20 ans. Mais tu vois, imagine, tu fais 2 ans par épisode. Bon, bah, tu fais une série en 10 épisodes et puis voilà, c'est tu sais, une demi-heure par année et cetera et ça permettrait de tellement mieux développer, l'évolution des personnages et leur, questionnement intérieur et cetera. Tandis que là, forcément, dans le film, ça va vraiment beaucoup trop vite et du coup, tu as pas le temps de t'attacher. Enfin, c'est vraiment tu as des scènes, des années qui durent que 2 minutes, tu vois? Enfin, c'est genre, du coup, tu tu es moins avec eux dans leur galère et cetera parce qu'il y a des moments où c'est horrible. Ils vivent des années parfois où tu te dis: «Oh, mon Dieu, mais c'est affreux, mais qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine, quoi?» Et à chaque fois, du coup, tu as ce côté où quand tu changes de chapitre, comme c'est un an plus tard à chaque fois, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi?» Et en série, ça rendrait vraiment super bien, je pense. Tout est là, tout est l'émotion, les rebondissements, tout y est. Donc je pense que ça pourrait faire vraiment une super série. bon, ok. Ben, donc ton projet, eh ben, le jour où, où tu gagnes l'euro million, tu comme ça, hop, allez, un jour, on reprendra pas l'auteur qui visiblement n'arrive pas. Alors, des fois, on est auteur, on peut pas forcément savoir bien adapter en film, hein, c'est pas le même média. J'ai lu du coup une, interview de David Nichols sur son roman et sur le film et en fait, il expliquait quand même que je pense que tu vois, c'est pas complètement de sa faute parce qu'il explique que quand tu écris, un livre, tu es tout seul à écrire ton livre. Donc en fait, tu fais ce que tu veux. Les possibilités sont infinies. Tu veux qu'il pleuve, il peut pleuvoir, tu vois? Oui. Tout est libre en fait. Tandis qu'il dit par exemple, par contre dans un film, si tu veux qu'il pleuve, bah, la pluie, ça coûte de l'argent, donc il faut que tu justifies le fait qu'il pleuve, tu vois? Et en fait, il expliquait que, ch quand tu écris un scénario de film, en fait, tu dois négocier tout le temps avec toute une équipe où tu dois en parler, argumenter, faire des compromis et cetera. Tu fais pas ton truc dans ton coin, c'est vraiment tu es obligé de faire des compromis, de réfléchir budget, de réfléchir, faisabilité et cetera. Plein de questions, en fait, que tu ne te poses pas quand tu écris un roman, donc voilà, je pense que c'est pas entièrement de sa faute si l'adaptation, elle est pas terrible.
Il a peut-être fait de son mieux avec l'équipe qu'il avait, avec le budget qu'il avait, avec, Oui, et puis l'optique aussi du film était peut-être pas le même que pour lui. Peut-être que les producteurs, ils voulaient quelque chose qui soit marketé différemment, avec une histoire un peu différente. Et Voilà, ils voulaient faire une comédie romantique et du coup, ils l'ont vraiment marketé de façon comédie romantique, alors qu'en vérité, le livre, même s'il y a effectivement des moments de comédie et il y a des moments romantiques, c'est pas seulement ça, quoi. C'est pas juste, en fait, dans le livre, tu t'en fous, en fait, si à la fin, ils finissent ensemble, les 2 personnages, tu vois? C'est pas tu les regardes évoluer chacun de leur côté, mais tu es intéressé aussi par ce qui leur arrive chacun de leur côté. Tu pas là à attendre absolument qu'ils finissent ensemble. Tandis que le film, tu as l'impression que tout est tourné pour quand est-ce qu'ils se rendront enfin compte qu'ils s'aiment, tu vois? Et du coup, bah, forcément, ça limite énormément le propos, de l'histoire. et pour ça, il y a comment ça s'appelle, il y a The Notebook que vous pouvez retrouver aussi avec un jour sur le podcast. Donc adapte-moi si tu peux. Comme ça, on fait de la promo. Mais si vous écoutez quand on t'entend parler justement de ces films-là, cette adaptation-là, on voit déjà un petit peu. On a on va dire le gimmick, le réflexe, adapte-moi si tu peux. Donc tu vois, tu tiens bien. On sent que maintenant c'est bien intégré. Hein. Tu disais au début, vous cherchiez votre rythme. Là, tout est fluide, c'est impeccable. Après, c'est la magie du montage aussi, hein. Enfin, ça reste un podcast qu'on fait pas en direct, donc il y a des couacs. Mais j'espère que ça s'entend pas. Non, non, de toute façon, ça montre bien tout ce qu'on peut dire sur les adaptations. Et comme tu dis, voilà, même quand les films sont pas intéressants ou quand c'est pas forcément bien, il y a toujours des choses à apprendre aussi, de voir un peu l'envers du décor. Et donc, c'est des choses que vous mettez super bien en valeur, comme je disais, et de manière sympa, fun, agréable. Donc, c'est pour ça que je suis très content que tu aies accepté de venir un peu parler de ce que tu fais avec Pascal, avec Manon, avec Hugo sur Adapte-moi si tu peux. Donc, je te remercie. Bah, merci à toi, c'est très gentil, d'avoir pensé à nous. Bah, de rien, de toute façon, on continuera à mettre, je dis on, je ne sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne, on continuera. Sa Majesté continuera à mettre en avant des personnes et des créateurs et des créatrices, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, non, non, mais c'est vrai que c'est un plaisir bah voilà, aussi de discuter avec des gens que ce soit des prescripteurs, prescriptrices, créateurs, créatrices. Je trouve que c'est toujours bien aussi de voir un peu, enfin, c'est nourrissant en fait dans tous les cas. Donc c'est pour ça, en tout cas, c'était super cool. Et ben justement, avant de te dire au revoir, où c'est qu'on peut te trouver, même si je mettrai les liens, si tu veux dire, on peut te trouver sur les réseaux. Bah, oui, bah, si vous voulez suivre le podcast, du coup, c'est sur, Facebook, Twitter ou Instagram. Mais on est quand même plus actifs sur, Twitter et Instagram. Donc, sur Twitter, c'est @adapte-moi, tiré du bas, pod et sur, Instagram, c'est, adapte-moi si tu peux, tout coller. Et si vous voulez nous suivre sinon sur notre compte spécial livre, on a, Orgueil et résumé, pareil en un bloc sur Instagram. Donc, voilà. Eh ben, impeccable. Ben, écoute, Victoire, je te remercie une nouvelle fois. Et puis, je te dis quoi? Je te dis, eh ben, bonne chance pour les prochaines adaptations. T'as l'avantage, et c'est même peut-être pas un avantage, qu'il y en a constamment, constamment, constamment. Vous allez jamais pouvoir arriver au bout. Ça, c'est impossible. Maintenant, laisse tomber, j'ai un tableau dans lequel je recense tous les livres que j'ai pour le podcast et j'en ai genre là, 85. Donc j'ai pas fini, ouais, à raison de 12 épisodes par an, je pense que j'ai vraiment pas fini du tout. Mais c'est bien de te rendre compte, un jour, quand on adaptera en fait l'histoire du podcast, eh bien, il y aura plusieurs actrices pour jouer ton rôle. Il y aura Victoire à 20 ans, Victoire à 40 ans, Victoire à 60 ans. Et donc Je pense pas que ce soit très intéressant en vrai, mais on verra bien. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Donc, je te remercie une nouvelle fois. Et puis, à bientôt, je ne sais pas où, sur les réseaux probablement. Et puis, j'espère que les gens qui nous auront écoutés ont apprécié. Et donc, vous pourrez donc retrouver Victoire et son équipe sur les réseaux. Et pour tous les articles de Pod Culture, eh ben, c'est sur le site Pod Culture. Il y a aussi dans la description, les liens sur les réseaux. On est moins actifs nous sur les réseaux. Peut-être qu'il faudra qu'on le devienne, on verra. Et pour Chill Chat, c'est pareil. Vous pouvez commenter sur le site internet en bas de cette vidéo-là qui là était en format podcast. Ça dépendra aussi. C'est pareil. Je suis assez fluide sur le format. Donc des fois ça sera que audio, des fois ça sera vidéo et audio. Ça sera la surprise. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao ciao. salut!